Je veux un mariage ouvert avec ton frère. Ce n'est pas négociable. Ma femme m'a envoyé ce texto depuis Los Angeles. Après 18 ans de mariage, elle est ensuite tombée enceinte de son bébé, et pensait quand même qu'elle obtiendrait la garde de nos filles. Le garage était silencieux, à l'exception du goutte-à-goutte régulier de l'huile, fuyant sous mon camion. Minuit, à Millbrook, signifiait que le monde s'était enfin calmé, laissant à un homme l'espace nécessaire pour réfléchir. J'avais les coudes plongés dans la graisse de moteur, quand mon téléphone a vibré sur l'établi. Le message venait de Beth, ma femme depuis 18 ans. Je veux un mariage ouvert. Ce n'est pas négociable. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, en m'essuyant les mains sur un vieux chiffon. La lumière fluorescente, au-dessus de moi, vacillait, projetant des ombres sur le sol en ciment. 18 ans, 2 filles, une maison que nous avions construite ensemble. Une entreprise que j'avais créée de toutes pièces. Compris, ai-je répondu, mais je ne comprenais encore rien du tout. Non, vraiment pas. Beth était à Los Angeles, pour une énième retraite d'entreprise. Le genre de voyage qui était devenu de plus en plus fréquent, depuis qu'elle avait obtenu ce poste de direction chez Arl Industries. Le genre de voyage qui l'éloignait des matchs de basket de nos filles, ainsi que des dîners en famille. J'ai marché à travers notre maison. Ma maison, techniquement, puisque je l'avais construite de mes propres mains, et que mon entreprise d'électricité avait payé chaque planche, et chaque clou. Le silence semblait différent maintenant, plus lourd. Des photos de famille bordaient le couloir, mais elles ressemblaient à des reliques, provenant de la vie de quelqu'un d'autre. Le sourire de Beth paraissait forcé, sur chacune d'entre elles. Les filles restaient chez ma mère, cette semaine-là. Il était question de donner à leur mère l'espace nécessaire, pour se retrouver. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une phase de plus. Beth s'était montrée agitée dernièrement, parlant d'opportunités manquées, et voulant tirer davantage de la vie. Maintenant, je comprenais ce qu'elle désirait. J'ai préparé du café, et je me suis assis à la table de la cuisine, en regardant notre jardin. La balançoire, que j'avais construite pour Becca et Britney quand elles étaient petites, était vide, la chaîne se balançant légèrement dans la brise nocturne. Tout semblait pareil, mais quelque chose de fondamental avait basculé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Beth. Nous devons parler quand je rentrerai. Il s'agit de croissance, James. Il s'agit d'être honnête envers nous-mêmes. Croissance. Honnêteté. Le jargon d'entreprise qu'elle utilisait depuis des mois prenait soudain tout son sens. J'avais été marié à une étrangère, et apparemment, j'étais la dernière personne à m'en rendre compte. J'ai passé le reste de la nuit dans mon bureau, à éplucher nos comptes communs, nos relevés de cartes de crédit, et nos factures de téléphone. Appelez cela de la paranoïa, ou appelez cela de la simple prudence. Mes 18 ans de mariage m'avaient appris que Beth ne faisait jamais les choses à moitié. Si elle voulait un mariage ouvert, elle l'avait déjà ouvert. Les preuves étaient là, noir sur blanc. Des frais d'hôtel dans des villes où elle prétendait assister à des conférences. Des notes de restaurant pour deux, alors qu'elle était censée dîner seule. Des appels téléphoniques vers un numéro que je reconnaissais. Mon frère, John. Mon jeune frère, le garçon en or qui n'avait jamais vraiment exploité son potentiel. Le charmeur qui empruntait de l'argent sans jamais le rendre, qui avait dormi sur notre canapé plus de fois que je ne pouvais le compter, et qui regardait toujours Beth un peu trop longtemps, lors des réunions de famille. Je me suis adossé à ma chaise, les pièces s'emboîtant comme un puzzle. Un puzzle que j'essayais de résoudre depuis des mois. Le soudain intérêt de Beth pour son apparence, les nouveaux vêtements, l'abonnement à la salle de sport. La façon dont elle avait commencé à travailler tard, les soirs où John était en ville. Le café avait refroidi, mais je m'en fichais. J'étais complètement réveillé maintenant, plus alerte que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone affichait des dizaines de SMS entre Beth et John, remontant à 6 mois. Rien d'explicitement romantique, mais le sous-entendu était clair, pour quiconque savait lire entre les lignes. J'ai hâte de te revoir. James ne me comprend pas comme tu le fais. Tout cela semble si juste. J'ai sauvegardé des captures d'écran de tout. Ensuite, j'ai supprimé le fil de discussion de la sauvegarde cloud de Beth. Si elle voulait jouer à des jeux, elle devrait le faire sans son filet de sécurité. Le soleil se levait, au moment où j'ai terminé mon enquête. Je me suis douché, j'ai mis mes vêtements de travail, et je me suis dirigé vers l'atelier.
Mon équipe arriverait à 7 heures, et j'avais une journée complète de travaux électriques devant moi. Mais d'abord, j'avais un arrêt à faire. Le Millbrook dîner était déjà animé, avec la foule du petit déjeuner quand je suis entré. Les petites villes carburent au ragot et au café, et les deux coulaient à flot. J'ai fait un signe de tête au visage familier, et j'ai pris place au comptoir. « Bonjour, James » a dit Rita, la serveuse qui servait du café ici depuis avant ma naissance. Debout de bonne heure. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, ce qui était assez vrai. Un café et des toasts au blé complet, s'il te plaît. Elle a versé le café sans qu'on le lui demande. Beth est toujours hors de la ville. À Los Angeles, ai-je dit. Voyage d'affaires. Rita a hoché la tête d'un air entendu. Cette vie d'entreprise, ça occupe les gens. Tes filles vont bien? Elles sont chez ma mère cette semaine. Ça donne à Beth un peu d'espace, pour se concentrer sur son travail. La conversation était assez innocente, mais je voyais bien que Rita enregistrait l'information. À midi, la moitié de la ville saurait que la femme de James Morrison voyageait encore, le laissant seul avec ses pensées, et son travail. J'ai fini mon café, et je me suis dirigé vers Morrison Electric. L'entreprise que j'avais bâtie, passant d'une opération à un seul homme, à une équipe de 8 personnes. Nous étions spécialisés dans les travaux électriques résidentiels et commerciaux. Rien de glamour, mais c'était stable et rentable. Le genre d'entreprise qui fait tourner une petite ville. Mon chef de chantier, Pete, était déjà là, en train de revoir le planning de la journée. Bonjour, patron. On a le chantier de recablage des Henderson, et ce nouveau projet de construction sur Maple Street. Ça marche, ai-je dit. Je prends le chantier Henderson. Tu diriges l'équipe sur Maple. Pete m'a regardé. Tu es sûr? C'est un gros chantier pour une seule personne. J'ai besoin de rester occupé aujourd'hui, ai-je répondu. De plus, Madame Henderson m'a spécifiquement demandé. C'était vrai. Eleanor Henderson avait 83 ans, et ne confiait son système électrique à personne de moins de 60 ans. J'entretenais sa maison depuis 15 ans, depuis que j'avais créé l'entreprise. Le chantier Henderson a pris la majeure partie de la journée, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Un travail physique, la résolution de problèmes, la satisfaction de réparer quelque chose qui était cassé. Au moment où j'ai terminé, je me sentais plus moi-même, que je ne l'avais été depuis des mois. J'étais en train de ranger mes outils, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Beth a clignoté sur l'écran. Allô, ai-je dit. James. Nous devons parler de mon message d'hier soir. Je sais que c'était soudain, mais... Quand rentres-tu à la maison? Demain soir. Mais écoute, cela ne doit pas forcément être une mauvaise chose. Beaucoup de couples explorent des arrangements alternatifs, de nos jours. Il s'agit d'honnêteté, et... Je viendrai te chercher à l'aéroport, les jeux interrompus. James, est-ce que tu m'écoutes? C'est important. Je t'ai entendu. Mariage ouvert, croissance, honnêteté. Je comprends parfaitement. Il y a eu une pause. Tu as l'air en colère. Je ne suis pas en colère, Beth. Je suis juste en train d'assimiler. Nous pouvons traverser cela ensemble, en tant que famille. Famille. Le mot avait un goût amer maintenant. Bien sûr. Nous en parlerons quand tu seras rentré. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans l'allée de Madame Henderson pendant un long moment, regardant le soleil se coucher sur Millbrook. C'était ma ville, ma vie, mon monde. J'avais construit quelque chose ici. Une entreprise, une réputation, une famille. Maintenant, il était temps de déterminer ce qui valait la peine d'être sauvé, et ce qui devait être démoli, pour être reconstruit à partir de zéro. J'ai conduit jusqu'à la maison, à travers des rues que je connaissais depuis toujours. J'ai passé des maisons où j'avais fait des travaux électriques. J'ai passé le lycée où j'avais rencontré Beth. J'ai passé l'église où nous nous étions mariés. Tout semblait identique, mais je voyais tout cela avec des yeux différents. Maintenant, la maison semblait encore plus vide que la nuit précédente. Je me suis fait un sandwich, et je l'ai mangé debout, au comptoir de la cuisine. Ensuite, je suis allé dans mon bureau, et j'ai commencé à faire des listes. Actifs, comptes, propriété, investissement. Tout ce que Beth et moi possédions ensemble.
Tout ce que nous avions construit en tant qu'équipe. Si elle voulait de l'honnêteté, elle allait en obtenir plus que ce qu'elle avait imaginé. Le vol de Beth a atterri à 19h30, un mardi soir. J'attendais à la récupération des bagages, la regardant marcher vers moi, avec cette démarche confiante qu'elle avait développée depuis qu'elle avait pris ce poste en entreprise. Elle était belle, mieux qu'elle ne l'avait été depuis des années, à vrai dire. Nouvelle coupe de cheveux, vêtements chers. Le genre de look soigné qui vient du fait d'avoir quelque chose à prouver. Salut, a-t-elle dit, en m'embrassant sur la joue comme si nous étions de simples connaissances. Comment était Los Angeles? Productif. Très productif. Elle a attrapé sa valise sur le tapis roulant. James, à propos de ce dont nous avons discuté. Parlons-en à la maison, ai-je dit. Les filles t'attendent. Le trajet de retour vers Millbrook était gênant. Beth n'arrêtait pas de lancer des conversations sur son voyage, son travail, ses projets d'avenir, mais tout semblait scénarisé. Comme si elle avait répété cette performance. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit, alors que nous nous garions dans notre allée. À nous, à ce que nous voulons de la vie. Nous sommes tous les deux assez jeunes, pour explorer de nouvelles possibilités. 42 ans, ce n'est pas exactement jeune, Beth. C'est ce que je veux dire. Nous ne pouvons plus perdre de temps, à prétendre être ce que nous ne sommes pas. J'ai garé le camion, et je l'ai regardé. Que prétendons-nous être, au juste? Heureux, a-t-elle répondu sans hésitation. À quand remonte la dernière fois, où nous étions vraiment heureux ensemble? C'était une question légitime, et je n'avais pas de bonne réponse. Nous nous étions éloignés depuis des années, traversant les étapes du mariage, tout en grandissant séparément. Mais j'avais toujours supposé que c'était normal. L'évolution naturelle d'une relation à long terme. Les filles attendaient dans le salon. Leur devoir était étalé sur la table basse. Becca, notre fille de 17 ans, a à peine levé les yeux de son manuel. Britney, 15 ans, s'est jetée sur Beth, comme si elle ne l'avait pas vue depuis des mois. Comment c'était chez grand-mère, a demandé Beth. Ennuyeux, a dit Becca. Elle nous a obligés à regarder de vieux films, et à manger des légumes. Ça forge le caractère, ai-je dit, en m'installant dans mon fauteuil inclinable. Votre grand-mère a élevé 5 enfants, sans télévision par câble ni jeux vidéo. Une autre époque, a déclaré Beth, et quelque chose dans son ton suggérait qu'elle ne parlait pas seulement de télévision. Nous sommes passés par la routine du dîner en famille, de l'aide aux devoirs, des histoires au coucher pour Britney, qui les aimait toujours, même si elle prétendait être trop grande. Des trucs de famille normaux, sauf que plus rien ne semblait normal. Après que les filles furent couchées, Beth s'est versé un verre de vin, et s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine. Alors, a-t-elle dit, parlons. Je t'écoute. Je sais que c'est difficile à entendre, mais j'y pense depuis longtemps. Nous nous sommes éloignés, James. Nous voulons des choses différentes. Que veux-tu? Elle a pris une gorgée de vin, rassemblant ses pensées. Je veux me sentir vivante à nouveau. Je veux de la passion, de l'excitation, le sentiment que tout est possible. Je veux être avec quelqu'un qui me voit comme plus qu'une simple épouse et mère. Quelqu'un comme... Le verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Ton frère, John, ai-je dit. Est-ce que c'est lui, la personne qui te voit comme plus qu'une simple épouse et mère? Le visage de Beth a pâli, puis a rougi. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré l'une des captures d'écran que j'avais sauvegardées. La facture d'hôtel de Chicago. 2 clients, une chambre. Le même week-end où elle était censée être à une conférence sur le marketing. Elle a regardé l'écran, puis m'a regardé. Tu m'as espionné. J'ai fait attention. Il y a une différence. James, je peux t'expliquer. Vraiment? Parce que j'ai environ 6 mois de preuves, qui suggèrent que toi et mon frère avez une liaison. Des relevés téléphoniques, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel. Dois-je continuer? Beth a posé son verre de vin, avec des mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Qu'est-ce que c'est alors? C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu couches avec mon frère, et tu appelles ça compliqué. Nous n'avions pas prévu que cela arrive.
Ça s'est développé naturellement. Depuis combien de temps, Beth? Depuis combien de temps couches-tu avec mon frère? Elle a tressailli, face à mon ton. 6 mois, peut-être 7. Et tu as pensé que la meilleure façon de gérer ça, c'était de demander un mariage ouvert. Je pensais que nous pourrions trouver un arrangement, entre adultes. Adultes. Je me suis levé, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre jardin. Les adultes ne se cachent pas dans le dos de leur conjoint, pendant 7 mois. Les adultes n'ont pas de liaison, avec le frère de leur mari. Je sais de quoi ça a l'air. Ah oui? Parce que d'où je me tiens, on dirait que tu planifies ça depuis un moment. Le poste en entreprise, les voyages d'affaires, l'intérêt soudain pour la croissance personnelle. Tu as préparé une stratégie de sortie. Beth pleurait maintenant, mais je ne ressentais aucune sympathie. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Et maintenant, tu veux que je l'accepte tout simplement, que je souris, et que je prétende que tout va bien, pendant que tu continues ta relation avec John. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, pour la première fois depuis des années. Je me suis tourné pour lui faire face. D'accord, soyons honnêtes. Je suis au courant pour la liaison. Je suis au courant pour les chambres d'hôtel, les appels téléphoniques secrets, et les mensonges que tu racontes à nos filles. Je sais qu'il vient à la maison quand je suis au travail. Et je sais que tu utilises notre carte de crédit commune, pour payer vos escapades romantiques. James, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Je sais aussi que tu as raconté aux gens que nous avons des problèmes conjugaux. À Rita au restaurant, à ta sœur, et probablement à la moitié des femmes de ton club de lecture. Tu as préparé le terrain pour cette conversation, depuis des mois. Beth a tamponné ses yeux avec une serviette. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité. Elle a pris une inspiration tremblante. Je l'aime. Tu aimes John? Oui. Mon frère John. Celui qui est au chômage depuis 3 ans. Celui qui nous a emprunté $5000 à Noël dernier, et ne les a jamais rendus. Celui qui dort dans sa voiture, parce qu'il ne peut pas payer son loyer. Il traverse une période difficile. C'est un raté, Beth. Un raté charmant et manipulateur, qui a vécu au crochet des autres toute sa vie. Ne parle pas de lui comme ça. Je parlerai de lui comme je veux. C'est mon frère, et je sais exactement ce qu'il est. Beth s'est levée, son sang-froid se fissurant. Tu ne comprends pas ce que c'est, que d'être marié avec toi. Tu es tellement prévisible, tellement sûr. John me fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Quel genre de choses? De l'excitation, de la passion. L'impression d'avoir 25 ans à nouveau. Tu n'as pas 25 ans, Beth. Tu es une mère de 2 enfants de 42 ans, avec une hypothèque et des responsabilités. C'est exactement de cela que je parle. Tu me vois comme un ensemble d'obligations. John me voit comme une femme. Je suis retourné à la table, et je me suis assis en face d'elle. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas. J'espérais que nous pourrions résoudre ça ensemble. Ensemble. J'ai presque ri. Tu veux dire nous trois? Toi, moi, et... Je veux dire, en tant qu'adulte mature, qui se soucie les uns des autres. Je me suis soucié de toi pendant 18 ans, Beth. J'ai construit cette maison pour toi. J'ai travaillé 60 heures par semaine, pour te donner la vie que tu voulais. J'ai entraîné les équipes de softball de nos filles, je n'ai jamais manqué une pièce de théâtre à l'école. Et j'ai fait passer tes besoins avant les miens, chaque jour de ma vie. Je sais. Et tu m'as remercié, en ayant une liaison avec mon frère. Ce n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. Et maintenant, tu veux que je l'accepte tout simplement, que je te partage avec John, comme si nous faisions tous partie d'un arrangement éclairé. Beth a baissé les yeux vers ses mains. Je ne sais plus ce que je veux. Eh bien, moi je sais ce que je veux, ai-je dit. Je veux que tu fasses tes valises, et que tu sortes de ma maison. Sa tête s'est relevée brusquement. James, tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu veux de l'honnêteté? La voici. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui me ment depuis 7 mois. Je ne veux pas partager ma femme avec mon frère. Et je ne veux absolument pas que mes filles pensent
que c'est à ça que ressemble un mariage normal. Où suis-je censé aller? Je m'en fiche. Reste avec John. Prends une chambre d'hôtel. Débrouille-toi, comme l'adulte mature que tu prétends être. Et les filles? Les filles iront bien. Elles resteront ici avec moi, dans leur maison, en maintenant un semblant de stabilité, pendant que leur mère règle sa crise de la quarantaine. Beth pleurait à nouveau, mais cette fois, cela semblait réel, plutôt que calculé. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Comment voulais-tu qu'elles se passent, Beth? Quel était ton plan, ici? Je pensais que nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Quelque chose qui impliquait que j'accepte ta liaison, et que je prétende que tout allait bien. Je pensais que tu pourrais comprendre. Je me suis levé, et j'ai marché vers le comptoir de la cuisine, ayant besoin de mettre de la distance entre nous. Je comprends parfaitement. Tu t'ennuies dans ta vie, alors tu as décidé de tout faire exploser. Tu as entamé une liaison avec mon frère, parce qu'il représente tout ce que je ne suis pas: irresponsable, imprévisible, dangereux. Et maintenant, tu veux que je te donne la permission de continuer. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Beth a essuyé ses yeux, et s'est levée. Je vais faire quelques affaires. Très bien. J'espère que tu pourras me pardonner, un jour. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Elle était toujours belle, toujours la femme dont j'étais tombé amoureux au lycée. Mais elle était aussi une étrangère maintenant, quelqu'un qui avait mené une double vie, pendant que je travaillais pour maintenir notre famille unie. Peut-être que je le ferai, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. Elle est montée pour faire ses bagages, et je suis resté seul dans la cuisine, l'écoutant se déplacer dans notre chambre. 20 minutes plus tard, elle est descendue, avec une valise et la sacoche de son ordinateur portable. J'appellerai les filles demain, a-t-elle dit. Elles vont avoir des questions. Je sais. Nous trouverons quoi leur dire. Nous leur dirons la vérité. Que leur mère a décidé qu'elle voulait quelque chose de différent. Beth s'est arrêtée à la porte. Cela n'a pas besoin d'être la fin, James. Les gens surmontent ces choses. Certaines personnes le font, ai-je dit. Mais ces personnes n'ont pas de liaison avec le frère de leur mari. Après son départ, je me suis assis dans la maison silencieuse, assimilant ce qui venait de se passer. 18 ans de mariage, terminés en une seule conversation. 2 filles, qui se réveilleraient demain pour découvrir que leur mère était partie. Un frère, qui m'avait trahi de la pire des manières. Mais je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais autre chose. Concentré, déterminé, l'esprit clair pour la première fois depuis des mois. Elle voulait de l'honnêteté. Elle allait obtenir plus d'honnêteté qu'elle ne pourrait en supporter. J'ai passé l'heure suivante à passer des appels téléphoniques, à envoyer des emails, et à mettre à jour des mots de passe. Au moment où je suis allé me coucher, Beth n'avait plus accès à nos comptes bancaires communs, à nos cartes de crédit, ou à aucune des ressources financières qu'elle avait utilisées pour financer sa liaison. Si elle voulait commencer une nouvelle vie avec John, elle pourrait le faire à ses propres frais. Les filles ont pris la nouvelle aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Becca, notre fille de 17 ans, a simplement hoché la tête, comme si elle s'était attendue à cette conversation toute sa vie. Britney a pleuré, et a demandé si c'était de sa faute, ce qui m'a presque brisé le cœur. Ça n'a rien à voir avec vous, les filles, leur ai-je dit pendant le petit déjeuner. Votre mère et moi avons des choses à régler, mais cela ne change rien à l'amour que nous vous portons toutes les deux. Est-ce qu'elle va revenir, a demandé Britney. Je ne sais pas, ma chérie. Nous prenons les choses jour après jour. Becca a repoussé ses œufs non mangés dans son assiette. C'est à cause de l'oncle John. Je l'ai dévisagé. Que veux-tu dire? Je ne suis pas stupide, papa. J'ai vu la façon dont il se regarde, et il vient souvent à la maison quand tu es au travail. Comment ça, il vient à la maison? Pourquoi faire? Il traîne, il aide maman à faire des trucs, il agit bizarrement. Britney avait l'air confuse. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que l'oncle John donne un coup de main? Becca a lancé à sa jeune sœur un regard qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien le dire. Rien, Brit. Laisse tomber.
Après que les filles soient parties pour l'école, j'ai appelé ma mère. James, est-ce que tout va bien? Beth et moi avons des problèmes, maman. Elle loge ailleurs pour un moment. Il y a eu une longue pause. Je vois. Et les filles sont avec moi. Elles gèrent bien la situation, tout compte fait. Tu veux en parler? Ma mère avait 73 ans, et avait traversé son propre lot de problèmes conjugaux. Mon père était parti quand j'avais 12 ans, et elle avait élevé 3 enfants toute seule, tout en cumulant 2 emplois. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était bien elle. Beth a eu une liaison, ai-je dit, suivie d'une autre pause, plus longue cette fois. Oh, James. Je ne suis pas surprise. Je me posais des questions. La façon dont elle le regardait au dîner de Noël. La façon dont il... Eh bien, John a toujours été un fauteur de troubles, en ce qui concerne les femmes. Pourquoi n'as-tu rien dit? Que étais-je censé dire? Je pense que ta femme a une liaison avec ton frère. Tu m'aurais prise pour une vieille femme fouineuse. J'aurais écouté. L'aurais-tu fait? Ou l'aurais-tu défendu, en arrêtant de me parler? Elle avait raison. J'avais toujours été protecteur envers Beth. Je lui avais toujours accordé le bénéfice du doute, même quand les preuves étaient juste devant moi. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé ma mère. Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas me laisser faire, et les laisser détruire ce que j'ai construit. Sois prudent, mon fils. La vengeance a tendance à blesser les mauvaises personnes. Après avoir raccroché, j'ai conduit jusqu'à l'atelier, et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail. Mais mon esprit n'arrêtait pas de dériver vers Beth, vers les mensonges et la trahison, vers la façon dont il s'était caché dans mon dos, pendant 7 mois. Pete a remarqué ma distraction vers midi. Patron, ça va? Tu fixes ce disjoncteur depuis 10 minutes. Je pensais juste à Beth. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu sais sur Beth? Rien de précis. Mais Rita a mentionné qu'elle voyageait beaucoup, et que ton frère était vu plus souvent en ville. Les gens parlent. Les gens parlent. Dans une ville comme Millbrook, c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Rien ne restait secret très longtemps, mais cela signifiait aussi que les rumeurs pouvaient se propager plus vite que les faits. Que disent les gens? Pete avait l'air mal à l'aise. Tu devrais peut-être demander à quelqu'un d'autre. Je te le demande à toi. Il a soupiré. Certains pensent que Beth a pris un peu la grosse tête, depuis qu'elle a eu ce poste en entreprise. D'autres pensent que John pisse là où il ne devrait pas. Mais surtout, les gens ont de la peine pour toi. Ils ont de la peine pour moi. Tu es un homme bien, James. Tu as bien agi envers cette ville. Tu as aidé beaucoup de gens. Personne ne veut te voir blessé. La sympathie était presque pire que les ragots. Je ne voulais être le cas pitoyable de personne. J'étais en train de terminer une intervention d'entretien à la banque, quand Candace Williams s'est approchée de moi. Candace était la meilleure amie de Beth, et ce, depuis le lycée. Elle était aussi l'une des plus grandes commères de la ville, ce qui faisait d'elle à la fois une source précieuse d'informations, et une ennemie dangereuse. James, j'ai entendu parler de toi et de Beth. Je suis tellement désolé. Les nouvelles vont vite. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je sais que ça doit être difficile. Il y avait quelque chose dans son ton, qui me rendait méfiant. Candace ne m'avait jamais particulièrement apprécié. Elle avait toujours pensé que Beth pouvait trouver mieux. Je me demandais ce qu'elle savait de la liaison, et depuis combien de temps, elle gardait les secrets de Beth. Je gère la situation, ai-je dit. Si tu as besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît vraiment bien Beth. Merci, mais je pense que j'en ai assez entendu parler de Beth pour aujourd'hui. Candace avait l'air blessée. J'essaie juste d'aider. Ah bon? Ou bien tu creuses pour obtenir des informations, afin de les rapporter à Beth? Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Tu es sa meilleure amie depuis 25 ans. Tu t'attends à ce que je croie que tu ne savais rien pour John? Le visage de Candace est devenu rouge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. J'ai terminé mon travail et je suis parti, mais la conversation m'est restée en tête. Si Candace savait pour la liaison, et j'étais sûr que c'était le cas, alors Beth avait discuté de la question avec d'autres personnes. Peut-être même en demandant des conseils, sur la façon de gérer la situation. Ce soir-là,
J'étais en train d'aider Britney avec ses devoirs de mathématiques, quand mon téléphone a sonné. Le nom de John a clignoté sur l'écran. Allô? John. James. Nous devons parler. Vraiment? Toute cette situation est un désastre, mec. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Jusqu'où voulais-tu qu'elles aillent? Il y a eu une pause. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part, face à face? Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Parce que cette famille n'a pas besoin d'être déchirée, à cause d'un malentendu. Un malentendu. J'ai jeté un coup d'œil à Britney, qui faisait semblant de se concentrer sur ses devoirs, tout en écoutant évidemment chaque mot. Attends une seconde. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai fermé la porte. D'accord, John. Explique-moi le malentendu. Beth se sentait seule, mec. Tu travaillais tout le temps, toujours concentré sur l'entreprise. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Alors, tu l'as convaincue de coucher avec toi. Ce n'était pas comme ça. Comment c'était, alors? C'est juste arrivé. Nous traversions tous les deux des moments difficiles, et nous avons connecté. Ce n'était pas prévu, mais ça a continué pendant 7 mois. Nous avons essayé d'arrêter plusieurs fois, mais il y a quelque chose entre nous. Quelque chose de réel. J'ai serré le téléphone plus fort. Quelque chose de réel. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, John. Je suis déçu. Je pensais que mon frère valait mieux que ça. Je vaux mieux que ça. C'est pour ça que j'appelle. C'est pour ça que je veux arranger les choses. Comment proposes-tu d'arranger les choses? Je ne sais pas. Peut-être que nous pourrions trouver un arrangement. Comme Beth l'a suggéré. Les gens ont des arrangements non conventionnels tout le temps. Des arrangements non conventionnels. J'ai presque ri. Tu penses que je vais partager ma femme avec toi? Je pense que tu aimes suffisamment Beth, pour vouloir qu'elle soit heureuse. J'aimais Beth, au passé. Mais je n'aime pas les menteurs et les tricheurs. James, laisse-moi te demander quelque chose. John, d'où est-ce que tu appelles? Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu dans la chambre d'hôtel de Beth? Es-tu allongé dans le lit avec ma femme, pendant que tu me demandes d'être compréhensif face à votre liaison? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu veux arranger les choses? Reste loin de ma famille. Reste loin de ma femme. Reste loin de mes filles. Et reste loin de moi. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. J'ai raccroché, et je suis resté debout dans la cuisine, tremblant de rage. L'audace qu'il avait de m'appeler pendant qu'il était avec Beth, de me demander d'accepter leur relation, et de suggérer que nous pourrions tous être heureux ensemble. Mon téléphone a vibré avec un texto de John. Je suis désolé que ça doive se passer comme ça. J'ai supprimé le message, sans répondre. Britney est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Papa, est-ce que ça va? J'ai forcé un sourire. Ça va, ma chérie. Juste des trucs de travail. C'était oncle John? Oui. Est-ce qu'il vient dîner ce week-end? John était un habitué de nos dîners de famille depuis des années, se pointant à chaque fois qu'il avait besoin d'un repas gratuit, ou qu'il voulait emprunter de l'argent. Les filles l'adoraient. Elles pensaient qu'il était l'oncle amusant, qui leur apportait des cadeaux, et leur racontait des blagues. Pas ce week-end, ai-je dit. L'oncle John va être très occupé, pendant un moment. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, je me suis assis dans mon bureau, et j'ai passé d'autres appels. J'ai appelé notre avocat, notre comptable, et notre agent d'assurance. Je voulais comprendre exactement à quoi j'étais confronté, ce à quoi Beth avait droit, et quels étaient mes droits. L'image qui s'est dessinée n'était pas jolie. 18 ans de mariage signifiait que Beth avait droit à la moitié de tout ce que nous possédions. La maison, l'entreprise, nos économies, nos comptes de retraite. Elle pouvait réclamer une pension alimentaire pour conjoint, surtout compte tenu de son historique de travail récent, et de la disparité de nos revenus. Mais il y avait aussi des éléments qui jouaient en ma faveur. La liaison, pour commencer. L'Indiana n'était pas un État autorisant le divorce sans faute, ce qui signifiait que l'adultère pouvait avoir un impact sur le partage des biens, et le versement de pensions.
Le fait qu'elle ait utilisé des biens conjugaux pour financer sa liaison, était un autre point en ma faveur. Plus important encore, j'avais des documents. Des captures d'écran, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel. Des preuves qu'il serait très difficile pour Beth d'expliquer ou de justifier. J'étais encore en train de faire des recherches, quand mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Beth. James, nous devons parler des filles. Qu'est-ce qu'il y a à leur sujet? Elles ont besoin de stabilité en ce moment. Elles ont besoin de leurs deux parents. Elles ont de la stabilité. Elles sont dans leur maison avec leur père, et maintiennent leur routine normale. Elles ont aussi besoin de leur mère. Leur mère est celle qui a choisi de partir. Je n'ai pas choisi de partir. Tu m'as jeté dehors. Je t'ai donné un choix. Mettre fin à la liaison, ou partir. Tu as choisi de partir. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Tu as eu 7 mois pour réfléchir, Beth. De combien de temps supplémentaire as-tu besoin? C'est compliqué. Ça ne l'est pas. C'est simple. Tu as une liaison avec mon frère. Soit tu y mets fin et tu rentres à la maison, soit tu restes dehors. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Les filles me manquent. Alors, rentre à la maison. Laisse John. Il y a eu une longue pause. Je ne peux pas faire ça. Alors tu as pris ta décision. James, s'il te plaît. Je dois y aller, Beth. Les filles ont école demain, et je dois les aider avec leurs devoirs. Est-ce que je peux au moins les voir? Bien sûr. Tu es leur mère. Mais ce sera à mes conditions, dans ma maison, quand ce sera pratique pour notre famille. Votre famille. Je fais aussi partie de cette famille. Ah oui? Parce que d'où je me tiens, on dirait que tu as fondé une nouvelle famille, avec John. Après qu'elle a raccroché, je me suis versé un verre, et je me suis assis sur le porche arrière, regardant le jardin où mes filles avaient grandi. La balançoire, le parterre de fleurs que Beth avait planté, le foyer où nous avions fait griller des guimauves, lors des nuits d'été. Tout cela ressemblait à de l'histoire ancienne, maintenant. La nouvelle s'est répandue dans Millbrook comme une traînée de poudre. À la fin de la semaine, tout le monde savait que la femme de James Morrison l'avait quitté, pour son propre frère. Les regards que je recevais à l'épicerie, allaient de la sympathie à la curiosité, en passant par la pitié pure et simple. Je détestais chacun d'entre eux. Rita, au restaurant, a commencé à me donner des cafés supplémentaires, et à me poser des questions pointues sur la façon dont je tenais le coup. Les gars de la quincaillerie offraient des conseils non sollicités, sur les avocats spécialisés en divorce, et le partage des biens. Même le facteur s'est senti obligé de partager son opinion, sur les femmes qui n'apprécient pas ce qu'elles ont. L'attention était étouffante, mais elle m'a aussi donné une idée. Si tout le monde allait de toute façon parler de mes affaires, je ferais aussi bien de contrôler le récit. J'ai commencé par de petites choses. Quand Rita a demandé comment j'allais, j'ai mentionné que Beth avait été distante depuis des mois, voyageant constamment pour le travail, et me laissant tout gérer à la maison. Quand les gars de la quincaillerie ont offert des conseils, j'ai partagé que j'avais découvert des irrégularités financières, dans nos comptes communs. Je n'ai jamais vraiment menti. J'ai juste souligné certaines vérités, tout en omettant d'autres. L'effet a été immédiat. En quelques jours, l'histoire avait évolué de « le pauvre James a été quitté par sa femme » à « Beth Morrison menait une double vie, pendant que son mari travaillait pour subvenir aux besoins de la famille ». Pendant ce temps, je documentais méthodiquement tout. Chaque SMS, chaque appel téléphonique, chaque élément de preuve, qui prouvait la liaison de Beth. J'ai engagé un détective privé pour les suivre, pour les photographier ensemble, afin de créer un dossier incontestable de leur relation. Les photos sont arrivées par email, un jeudi matin. Beth et John entrant dans un hôtel ensemble. Beth et John dînant dans un restaurant, à 60 km de la ville. Beth et John s'embrassant sur le parking d'un centre commercial. Regarder ces images aurait dû faire plus mal, que ça ne l'a fait. Au lieu de cela, j'ai ressenti une froide satisfaction. Des preuves, des pièces à conviction, des munitions pour la guerre qui s'annonçait. Parce que, ne vous y trompez pas, c'était une guerre. Beth a appelé ce soir-là, pendant que j'aidais Becca avec ses dossiers d'inscription à l'université. Je veux voir les filles ce week-end, a-t-elle dit, sans préambule. D'accord. Samedi après-midi,
de 14h à 18h. Je pensais qu'elle pourrait rester pour la nuit. Non, James, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Tu peux les voir ici, dans leur maison, pendant 4 heures. C'est plus que généreux, compte tenu des circonstances. Quelles circonstances? La liaison, Beth. Les mensonges. Le fait que tu aies abandonné ta famille, pour mon frère. Je n'ai abandonné personne. Vraiment? À quand remonte la dernière fois, où tu as assisté à un match de basket de Britney? À quand remonte la dernière fois, où tu as aidé Becca avec ses devoirs? Tu es déconnecté de cette famille depuis des mois. Je travaillais. Tu avais une liaison. Il y a eu une longue pause. Je veux amener John avec moi. Absolument pas, il fait partie de ma vie, maintenant. Il ne fait pas partie de leur vie. Et il ne le fera jamais, tant que j'aurai mon mot à dire. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes filles. Je ne t'empêche pas de les voir. J'empêche mon frère de les corrompre davantage. John aime ses filles. Il aime l'idée de jouer à la famille avec ma femme, et mes enfants. Il y a une différence. Tu es cruel. Je suis protecteur. Il y a une différence. Le samedi après-midi est arrivé, avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre. Beth s'est présentée seule, vêtue de vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Cher, élégant, le genre de tenue qui suggérait qu'elle s'en sortait bien, malgré le fait d'être coupée de nos comptes communs. Les filles étaient excitées de la voir. Surtout Britney, qui s'est jetée dans les bras de Beth, comme si elle était partie depuis des mois, au lieu d'une semaine. Tu m'as tellement manqué, maman. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Becca, plus réservée, restait en retrait, observant les retrouvailles avec des yeux attentifs. Elle avait hérité de ma nature méfiante, de ma tendance à observer avant d'agir. « Comment allez-vous les filles » a demandé Beth. « Prenez-vous bien soin de votre père ?»« C'est papa qui prend soin de nous » a répondu Becca. « Il prépare le dîner tous les soirs, il nous aide avec nos devoirs, et il nous emmène à l'entraînement. C'est merveilleux. Votre père a toujours été doué, pour prendre soin des gens. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a irrité. Une suggestion que je n'étais que simplement adéquate, un soignant plutôt qu'un père. On s'en sort très bien, ai-je dit. Les filles sont résilientes. Beth a regardé autour du salon, observant les photos de famille, les projets scolaires des filles sur le réfrigérateur. La banalité de notre vie quotidienne. Ça fait bizarre, a-t-elle dit. D'être une visiteuse dans ma propre maison. Ce n'est plus ta maison, a dit doucement Becca. Beth avait l'air choquée. Becca. Tu es partie, maman. Tu as choisi de partir. C'est compliqué, ma chérie. Non, ça ne l'est pas, papa a tout expliqué. Tu es avec l'oncle John, maintenant. Beth m'a lancé un regard furieux. Qu'est-ce que tu leur as dit, exactement? La vérité. Que tu as une liaison avec mon frère. Devant les filles. Ce ne sont pas des enfants, Beth. Elles ont 17 et 15 ans. Elles sont assez grandes pour comprendre ce qui arrive à leur famille. Britney avait l'air confuse. C'est quoi, une liaison? Becca a soupiré. Ça veut dire que maman a un petit ami, mais que c'est papa son petit ami. Enfin, son mari. Ou il l'était. C'est différent. J'ai regardé Beth lutter, pour s'expliquer face à nos filles. Je l'ai regardée essayer de justifier l'injustifiable. Elle a parlé de grandir séparément, de trouver le bonheur, et de relations adultes. Mais les filles n'y croyaient pas, alors, vous allez divorcer, a demandé Britney. Nous sommes en train d'arranger les choses, a dit Beth. Tu vas te marier avec l'oncle John, a demandé Becca. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais... Tu l'aimes plus que papa. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un davantage. Si, c'est le cas, l'a interrompu Becca. Tu l'as choisi lui, au lieu de nous. Je ne l'ai pas choisi lui, plutôt que vous. Je ne choisirai jamais personne, à la place de vous, les filles. Mais tu l'as fait, a dit Britney, en commençant à pleurer. Tu nous as quittés pour l'oncle John. Beth m'a regardée, impuissante. James, aide-moi un peu, là. T'aider à quoi? T'aider à expliquer à nos filles, pourquoi leur mère les a abandonnées pour leur oncle? Je pense que tu es toute seule pour ça.
La visite a empiré à partir de là. Beth a essayé d'engager les filles dans des conversations normales. L'école, les amis, les activités. Mais tout semblait forcé et artificiel. La complicité facile qu'elle avait autrefois avec elles avait disparu, remplacée par de la gêne et des sentiments blessés. Quand 18 heures sont arrivées, les deux filles ont serré leur mère dans leurs bras pour lui dire au revoir, mais les étreintes ont été brèves et superficielles. « Quand est-ce que je les reverrai ?» a demandé Beth. « Le week-end prochain », ai-je dit. « Même heure, même condition. » Ce n'est pas viable, James. Les filles ont besoin de plus de 4 heures par semaine, avec leur mère. Les filles ont besoin que leur mère fasse de meilleurs choix. Après le départ de Beth, j'ai trouvé Becca dans sa chambre, fixant son téléphone. « Ça va, ma chérie ? » « Je vais bien. »« Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Elle a levé les yeux vers moi. « Pourquoi a-t-elle fait ça, papa ? Pourquoi a-t-elle choisi l'oncle John, à notre place ? » C'était une question que je me posais depuis des semaines. Je ne sais pas, Becca. Parfois, les gens font des choix qui n'ont aucun sens pour le reste d'entre nous. Tu penses qu'elle va revenir ? Je ne sais pas ça, non plus. Tu veux qu'elle revienne ? Je me suis assis sur le bord de son lit, considérant la question. 2 semaines plus tôt, j'aurais répondu oui, sans hésitation. Maintenant, après avoir vu avec quelle facilité elle s'était éloignée de notre famille, après l'avoir regardée lutter pour se connecter avec ses propres filles, je n'en étais plus si sûr. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, et ta sœur, ai-je dit finalement. Tout le reste est secondaire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai, en ce moment. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, je me suis assis dans mon bureau, et j'ai parcouru le dernier rapport du détective privé. Beth et John vivaient ensemble dans un appartement loué, de l'autre côté de la ville. Ils partageaient les dépenses, jouant à la famille comme des adolescents. Ils sortaient dîner, allaient au cinéma, agissaient comme un couple normal. À l'exception du petit détail, que Beth était toujours mariée à quelqu'un d'autre. Le détective avait également découvert quelque chose d'intéressant. John avait postulé pour plusieurs emplois dans d'autres villes. Chicago, Indianapolis, et même Nashville. Il prévoyait de quitter Millbrook, et il voulait vraisemblablement que Beth parte avec lui. Cela changeait tout. Si Beth quittait la ville, les arrangements de garde deviendraient beaucoup plus compliqués. Les filles seraient obligées de choisir, entre rester dans leur ville natale avec leur père, ou suivre leur mère dans une nouvelle ville, où elles ne connaissaient personne. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. J'ai décroché le téléphone, et j'ai appelé mon avocat. Tom, c'est James Morrison. Je dois demander le divorce, et je dois le faire rapidement. Les papiers du divorce ont été signifiés un lundi matin, au nouvel appartement de Beth. Je n'étais pas là pour voir sa réaction, mais John m'a appelé dans l'heure, criant au harcèlement, et à l'intimidation légale. Tu ne peux pas faire ça, James. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens, parce que tu es en colère. Je ne détruis rien, ai-je répondu calmement. Je protège mes intérêts, et ceux de mes filles. Beth est dévastée. Elle aurait dû y penser, avant de coucher avec mon frère. Nous sommes amoureux. Vous êtes dans la luxure. Il y a une différence. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais aussi que tu as postulé pour des emplois dans d'autres villes, prévoyant d'emmener ma femme, et peut-être mes filles, loin de tout ce qu'elles ont toujours connu. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. C'est ça, John. Je suis au courant pour Chicago, Indianapolis, Nashville. Tu pensais vraiment pouvoir te faufiler hors de la ville, sans que je le découvre ? Nous n'avons pris aucune décision. Tu as pris beaucoup de décisions. Tu as décidé d'avoir une liaison avec ma femme. Tu as décidé de briser ma famille. Tu as décidé de planifier un avenir, qui n'inclut ni moi, ni la stabilité de mes filles. Les filles pourraient venir avec nous. Sur mon cadavre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La procédure légale a avancé rapidement, une fois entamée. Mon avocat, Tom Bradley, gérait le droit de la famille à Millbrook depuis 30 ans. Il avait vu toutes sortes de divorces, toutes sortes de batailles pour la garde, toutes sortes de litiges financiers. Vous avez un dossier solide, m'a-t-il dit lors de notre 2e réunion. La liaison est bien documentée.
Elle a utilisé des biens conjugaux pour financer la relation, et elle a abandonné le domicile familial. N'importe quel juge raisonnable verra cela pour ce que c'est. Et pour la garde? Avec sa situation de vie actuelle, et l'instabilité qu'elle a créée, je pense que nous pouvons obtenir la garde principale avec des visites supervisées. Surtout si elle prévoit de quitter l'État. Et financièrement? Elle obtiendra quelque chose. C'est un mariage de 18 ans, après tout. Mais vu les circonstances, ce ne sera pas la moitié de tout. Peut-être 30%, possiblement moins. C'était mieux que ce que j'avais espéré. La véritable bataille a commencé, lorsque Beth a engagé sa propre avocate. Une femme pointue d'Indianapolis, spécialisée dans la représentation d'épouses lors de divorces à fort patrimoine. Soudainement, Beth prétendait que j'avais été émotionnellement violent. Que j'avais contrôlé les finances, que je l'avais poussé dans les bras de John, par des années de négligence. C'était une stratégie prévisible, mais cela faisait quand même mal de voir notre mariage réécrit, comme une histoire d'oppression et d'évasion. Les filles étaient prises au milieu, forcées de répondre à des questions sur leur vie de famille, leur relation avec leurs deux parents, et leurs préférences pour les arrangements de garde. Becca l'a géré avec son stoïcisme typique d'adolescente, mais Britney a lutté sous la pression. « Je ne veux pas choisir », m'a-t-elle dit un soir, après une séance particulièrement difficile, avec le conseiller nommé par le tribunal. « Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas redevenir comme avant ? » « Parce que ta mère a fait des choix, qui ne peuvent pas être défaits, ai-je dit. Mais quoi qu'il arrive, Becca et toi irez bien. Je te le promets. Et si le juge dit que nous devons vivre avec maman, et l'oncle John ? Ça n'arrivera pas, comment le sais-tu ? Parce que je ne le permettrai pas. C'était une promesse que j'avais l'intention de tenir, peu importe ce qu'il m'en coûterait. La percée est venue d'une source inattendue. Candace Williams, la prétendue meilleure amie de Beth, m'a appelé un jeudi soir, en novembre. James, c'est Candace. J'ai besoin de te parler. De quoi ? De Beth. De ce qui se passe réellement. Nous nous sommes rencontrés dans un café de la ville voisine. Un endroit où personne de notre connaissance ne nous verrait. Candace avait l'air nerveuse, jouant avec son sac à main, et évitant le contact visuel. C'est difficile pour moi, a-t-elle commencé. Beth est mon amie depuis 25 ans. Mais je ne peux pas la regarder détruire la vie de ses filles, pour un homme comme John. Que veux-tu dire ? Candace a pris une profonde inspiration. Beth n'est pas simplement tombée dans cette liaison, James. Elle l'a planifiée. Elle est malheureuse depuis des années. Elle parlait de te quitter. Elle parlait de vouloir une vie différente. Quand John a commencé à venir plus souvent, elle y a vu une opportunité. Une opportunité pour quoi ? Pour créer une crise, qui te forcerait à réagir. Elle pensait que si elle avait une liaison, tu te battrais pour elle. Que tu changerais peut-être, que tu deviendrais plus excitant. C'est de la folie. C'est bête. Elle a toujours été dramatique. Elle a toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Mais quand tu n'as pas réagi comme elle l'attendait, quand tu as simplement accepté la chose et lui as demandé de partir, elle a paniqué. Alors, elle s'est enfoncée encore plus. Exactement. Et maintenant, elle est allée trop loin pour faire marche arrière. Elle a raconté à tout le monde que tu étais un mari terrible, que John est son âme sœur, qu'elle a enfin trouvé le vrai bonheur. Elle ne peut pas admettre que c'était une erreur, sans passer pour une idiote. Et qu'en est-il de John ? Candace a ri amèrement. John est un opportuniste. Il a vu une chance de vivre sans payer de loyer, avec une femme qui a un revenu stable, et il l'a saisie. Mais il commence déjà à s'ennuyer. Je l'ai vu avec d'autres femmes. James, il n'est pas aussi engagé dans cette relation que Beth le pense. Pourquoi me dis-tu cela ? Parce que ces filles méritent mieux. Parce que tu mérites mieux. Et parce que Beth est sur le point de faire une erreur, qui va ruiner toutes vos vies. Quel genre d'erreur ? Elle est enceinte. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi ? Elle est enceinte de 10 semaines. Elle ne l'a pas encore dit à John. Elle ne l'a dit à personne d'autre qu'à moi. Elle prévoit d'utiliser cette grossesse pour forcer John à l'épouser, afin de prouver à tout le monde que leur relation est réelle, et durable. J'ai fixé Candace, essayant d'assimiler cette information. Tu en es sûr ? Je suis allé chez le médecin avec elle.
J'ai vu l'échographie. C'est de John? Elle dit que oui. Les dates correspondent. Un bébé. Beth attendait le bébé de John, ce qui compliquerait tout. La garde, les pensions, la relation des filles avec leur mère. Cela la lierait à John de façon permanente. Cela créerait une nouvelle famille, qui m'exclurait, moi et mes filles. Pourquoi me dis-tu cela, ai-je demandé à nouveau. Parce que je pense que tu as le droit de savoir. Et parce que je pense que Beth fait une terrible erreur, qui va blesser tout le monde, y compris le bébé. Que veux-tu que je fasse de cette information? Je ne sais pas. Mais j'ai pensé que tu devrais avoir tous les faits, avant l'audience pour la garde le mois prochain. Après le départ de Candace, je suis resté assis dans le café pendant 1 heure de plus, réfléchissant aux implications. La grossesse de Beth changeait tout, mais cela me donnait aussi un levier que je n'avais pas auparavant. Si elle prévoyait d'utiliser le bébé pour manipuler John afin de l'épouser, elle était plus désespérée que je ne l'avais réalisé. Et les gens désespérés font des erreurs. J'ai appelé Tom Bradley, et j'ai programmé une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Cela complique les choses, a-t-il dit, après que je lui ai expliqué la situation. Mais cela pourrait aussi jouer en notre faveur. Comment? Une femme enceinte vivant avec son amant dans une relation instable, ce n'est pas exactement l'image de la capacité maternelle. Surtout quand cet amant est le frère du père, et un fainéant notoire. Que recommandez-vous? Nous poussons pour une résolution immédiate de la question de la garde. Nous argumentons que les filles ont besoin de stabilité, et que la situation actuelle de Beth est tout sauf stable. Nous soulignons qu'elle a abandonné le domicile familial pour poursuivre une liaison. Et qu'elle est maintenant enceinte de l'enfant de son amant. Et si elle prétend que le bébé n'est pas de John, alors nous exigeons un test de paternité. Dans un cas comme dans l'autre, cela prouve qu'elle a eu des relations non protégées avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Alors qu'elle était encore mariée. C'était brutal, mais c'était aussi nécessaire. Beth avait choisi cette voie, et maintenant elle devrait vivre avec les conséquences. L'audience pour la garde était prévue pour la première semaine de décembre. À l'approche de la date, je me suis retrouvé étrangement calme, concentré sur la tâche à accomplir. J'ai tout documenté, je me suis préparé à tous les arguments possibles, j'ai anticipé chaque mouvement que l'avocate de Beth pourrait faire. La nuit précédant l'audience, je me suis assis dans mon bureau, passant en revue mon témoignage une dernière fois. Becca a frappé à la porte. « Papa, est-ce que je peux te parler ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce que tu as en tête ?»« C'est le grand jour demain, non ? Ce truc pour la garde. »« C'est exact. »« Tu es nerveux. »« Un peu. »« Mais je suis confiant que nous obtiendrons le bon résultat. » Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, paraissant plus âgée que ses 17 ans. « Je veux témoigner, papa. Je sais que tu ne veux pas que je m'implique, mais je veux dire au juge ce que ça a été. Comment maman est partie. Comment l'oncle John a détruit notre famille. Comment tu as tout pris en charge. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, je le dois. C'est ma famille aussi, et je veux me battre pour elle. En regardant ma fille à ce moment-là, j'ai ressenti une vague de fierté et de gratitude. Elle était forte, déterminée, prête à défendre ce qui était juste, même quand c'était difficile. D'accord, ai-je dit. Si c'est ce que tu veux, nous allons faire en sorte que ça arrive. Et papa. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que tu as été un super père. Mieux que super. Tu as été tout ce dont nous avions besoin. Merci, ma chérie. Ça compte plus pour moi, que tu ne le penses. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, et j'ai préparé le petit déjeuner pour les filles. Je les ai aidées à se préparer pour l'école. Je les ai embrassées pour leur dire au revoir, comme si c'était un jour comme les autres. Ensuite, j'ai mis mon meilleur costume, j'ai attrapé ma mallette pleine de preuves, et j'ai conduit jusqu'au palais de justice. Il était temps de terminer ce que Beth avait commencé. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde l'air pâle et fatigué. Beth était assise à la table des plaignants avec son avocate, portant une robe bleue conservatrice que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air nerveuse, jouant avec son alliance. L'alliance qu'elle portait toujours, malgré tout. John n'était pas là. Ce qui m'a surpris, jusqu'à ce que je réalise que sa présence n'aurait fait que nuire au dossier de Beth.
La juge, Margaret Harrison, une femme d'une soixantaine d'années, avec des cheveux gris et des yeux perçants, donnait l'impression d'avoir entendu toutes les histoires tristes et toutes les excuses du monde. Elle a examiné le dossier, pendant que les deux avocats faisaient leur déclaration liminaire. L'avocate de Beth a brossé le portrait d'une épouse opprimée, qui avait enfin trouvé le courage de quitter un mari émotionnellement distant. Elle a parlé de mon comportement contrôlant, et de ma manipulation financière. De ma tendance à privilégier le travail par rapport à la famille, de mon refus de reconnaître les besoins de Beth en tant qu'individu. C'était un récit convaincant, et si je n'avais pas vécu les faits réels, j'aurais peut-être été convaincu. L'ouverture de Tom Bradley a été plus directe. Beth avait abandonné sa famille pour poursuivre une liaison avec le frère de son mari, utilisant des biens conjugaux pour financer la relation, tout en négligeant ses responsabilités de mère. Elle était maintenant enceinte de l'enfant de son amant, et prévoyait de quitter l'État, ce qui déstabiliserait davantage la vie des filles. Votre honneur, a-t-il conclu, cette affaire ne concerne pas un mariage qui s'est étiolé avec le temps. Il s'agit d'une femme qui a choisi ses désirs égoïstes, au détriment du bien-être de ses enfants, et d'un père qui a été laissé seul, pour recoller les morceaux. Le premier témoin était Beth elle-même. Elle a pris la barre avec confiance, parlant clairement de son voyage de découverte de soi, et de sa réalisation qu'elle méritait le bonheur. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi, a-t-elle dit. Mais parfois, la vie prend des tournures inattendues, et vous devez suivre votre cœur. Et votre cœur vous a conduite vers le frère de votre mari, a demandé Tom, lors du contre-interrogatoire. John et moi nous connectons, à un niveau que James et moi n'avons jamais atteint. Nous nous comprenons. Vous vous comprenez assez bien, pour planifier un déménagement à Chicago. Le sang-froid de Beth s'est légèrement fissuré. Nous avons discuté de diverses possibilités pour l'avenir. Y compris éloigner les filles de leur père, et de leur ville natale. Les filles bénéficieraient de nouvelles expériences. Bénéficieraient-elles d'être séparées de leur père? Ce n'est pas ce que nous prévoyons. Mais c'est une possibilité. Si vous déménagez à Chicago avec Monsieur Morrison, je suppose que c'est une possibilité. Je suppose que oui. Tom a présenté les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, et les photographies qui documentaient la liaison. Beth a essayé de minimiser les preuves, affirmant qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle en avait tiré des leçons. Combien d'erreurs, a demandé Tom. Combien de chambres d'hôtel? Combien de réunions secrètes? Combien de mensonges ont été racontés à votre mari, et à vos filles? Je ne connais pas le nombre exact. Plus de 10? Plus de 20? J'ai dit que je ne savais pas. Mais vous savez que vous avez utilisé l'argent de votre famille, pour payer ces erreurs. Les cartes de crédit étaient à mon nom aussi. De l'argent gagné par votre mari, pendant que vous prévoyiez de le quitter. L'avocate de Beth a fait objection, mais le mal était fait. La juge avait vu les preuves, entendu les aveux, et était témoin de l'incapacité de Beth à assumer l'entière responsabilité de ses actes. Le témoin suivant était Candace Williams. Je l'avais assignée à comparaître, malgré sa réticence à témoigner contre son amie. Madame Williams, a dit Tom, depuis combien de temps connaissez-vous la plaignante? 25 ans. Depuis le lycée. Diriez-vous que vous la connaissez bien? Très bien. Elle a été ma meilleure amie. Madame Morrison a-t-elle discuté de ses problèmes conjugaux avec vous? Candace a regardé Beth, qui la fixait avec un mélange de trahison et de désespoir. Oui, elle l'a fait. Que vous a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle était malheureuse, qu'elle se sentait piégée, qu'elle voulait plus d'excitation dans sa vie. A-t-elle mentionné John Morrison en particulier? Un autre regard vers Beth. Oui. Qu'a-t-elle dit à son sujet? Elle a dit qu'il la faisait se sentir jeune à nouveau, qu'il la faisait se sentir désirable. A-t-elle exprimé une quelconque inquiétude, quant à l'effet que ses actions pourraient avoir sur ses filles? Elle a dit que les filles comprendraient un jour. Qu'elle voudrait qu'elles soient heureuses. A-t-elle discuté de sa grossesse avec vous? L'avocate de Beth a fait objection, mais la juge Harrison a autorisé la question. Oui, a-t-elle dit doucement. Que vous a-t-elle dit au sujet de la grossesse? Elle a dit que c'était un signe, qu'elle et John étaient faits pour être ensemble. Que cela prouverait à tout le monde, que leur relation était réelle. A-t-elle exprimé une quelconque inquiétude, à l'idée d'élever un enfant avec Monsieur John Morrison? Elle a dit que John prendrait ses responsabilités. Que le fait de devenir père le changerait.
D'après votre connaissance des deux parties, pensez-vous que cela soit probable? L'avocate de Beth a de nouveau fait objection, et cette fois, la juge l'a retenue. Mais l'implication était claire. Même la meilleure amie de Beth avait des doutes sur la fiabilité de John en tant que partenaire et en tant que futur père. Le dernier témoin était Becca. Elle avait insisté pour témoigner, et j'avais accepté à contre-cœur. Elle avait l'air posée et mature, en prêtant serment. Plus adulte qu'adolescente. Becca, a dit doucement Tom. Pouvez-vous dire au tribunal, à quoi ressemblait votre vie de famille, avant que votre mère ne parte? C'était normal, je suppose. Papa travaillait beaucoup, mais il était toujours là pour les choses importantes. Maman voyageait davantage pour son travail, mais nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention au début. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Quand l'oncle John a commencé à venir plus souvent. Il était là quand nous rentrions de l'école, ou quand papa finissait tard. C'était juste bizarre. Bizarre? Comment ça? Comme s'il essayait de remplacer papa. Il nous aidait pour nos devoirs, ou préparait le dîner. Des choses qui n'étaient pas vraiment son rôle. Comment vous êtes-vous senti, quand votre mère est partie? Becca a regardé directement Beth. Confuse. Blessée. Comme si notre famille ne comptait plus pour elle. Voulez-vous que votre mère ait la garde de vous, et de votre sœur? Je veux que maman fasse partie de nos vies. Mais je veux rester avec papa. C'est lui qui prend soin de nous. Et en ce qui concerne la relation de votre mère, avec votre oncle? C'est dégoûtant, a dit Becca sans détour. C'est le frère de papa. C'est comme si elle avait choisi la pire personne possible, pour avoir une liaison. Beth pleurait maintenant, mais Becca a continué. Et maintenant, elle attend son bébé, ce qui signifie que notre famille est vraiment brisée. Il n'y a pas de retour en arrière possible, après ça. Merci, Becca. Je n'ai pas d'autres questions. L'avocate de Beth a essayé de réhabiliter le témoignage, en interrogeant Becca sur les souvenirs heureux avec sa mère, et sur l'importance de maintenir leur relation. Mais le mal était fait. Une jeune fille de 17 ans venait de dire à un juge, que les choix de sa mère étaient dégoûtants, et avaient brisé leur famille au-delà de toute réparation. Les plaidoiries finales ont été brèves. L'avocate de Beth a fait un dernier appel à la compréhension, arguant que les gens font des erreurs, et méritent des secondes chances. Tom Bradley a résumé les preuves méthodiquement. Liaison, abandon, grossesse, projet de déménagement, et irresponsabilité financière. Votre honneur, a-t-il conclu. Les enfants dans cette affaire ont besoin de stabilité, pas de drame. Elles ont besoin d'un parent qui place leur bien-être en premier, pas de quelqu'un qui est encore en train de chercher ce qu'il veut faire de sa vie. La juge Harrison a suspendu la séance pendant 30 minutes, pour délibérer. Je me suis assis dans le couloir avec Tom, regardant Beth et son avocate se concerter, lors d'une conversation urgente. Comment pensez-vous que ça s'est passé, ai-je demandé. Mieux que ce que j'espérais. Le témoignage de Becca a été particulièrement efficace. Et la question de la grossesse a été le coup de grâce. Une femme enceinte de l'enfant de son amant, alors qu'elle est toujours mariée à quelqu'un d'autre, n'obtiendra pas la garde principale de deux adolescentes. Lorsque nous avons repris, la juge Harrison a rendu sa décision, avec une précision clinique. D'après les preuves présentées, je conclus que Madame Morrison a abandonné le domicile familial, pour poursuivre une relation extra-conjugale, utilisant des biens conjugaux pour financer cette relation, tout en négligeant ses responsabilités parentales. Sa situation de vie actuelle est instable. Et ses projets d'avenir sont incertains. Elle m'a accordé la garde physique principale des deux filles. Beth aurait un droit de visite supervisée, un week-end sur 2. Beth recevrait 30% de nos biens conjugaux, et aucune pension alimentaire, compte tenu de son adultère, et de l'abandon de sa famille. De plus, a poursuivi la juge Harrison. Compte tenu de la grossesse de Madame Morrison, et de sa relation avec l'oncle des filles, j'ordonne une thérapie familiale pour toutes les parties, afin d'aider à naviguer dans cette situation inhabituelle. Beth sanglotait ouvertement maintenant. Son avocate a posé une main réconfortante sur son épaule, mais il n'y avait plus rien à faire. La décision du juge était complète, et définitive. À l'extérieur du palais de justice, Beth m'a confronté directement, pour la première fois depuis des semaines. « Es-tu content maintenant » a-t-elle demandé. « Tu as tout détruit.
Je n'ai rien détruit, bête. J'ai juste refusé de te laisser détruire la vie de nos filles. Ces filles ont besoin de leur mère. Elles ont besoin d'une mère qui les fait passer en premier. Quand tu seras prête à être cette personne, nous pourrons parler. Et qu'en est-il du bébé? Qu'en est-il de John? Qu'en est-il d'eux? Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec les conséquences. James, s'il te plaît. L'audience est terminée, bête. Le juge a parlé. Il est temps pour nous tous d'aller de l'avant. Je me suis éloigné, la laissant sur les marches du palais de justice, avec son avocate. Je ne ressentais pas de satisfaction face à ses larmes, ni de joie face à sa défaite. Mais j'ai ressenti autre chose. Du soulagement. L'incertitude était terminée. Mes filles resteraient avec moi, dans leur maison, avec leur vie intacte. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour Becca et Britney. Je les ai aidées avec leurs devoirs, et j'ai bordé Britney, avec une histoire sur une princesse qui se sauvait elle-même. Des trucs de famille normaux. Sauf que maintenant, cela semblait précieux, au lieu d'être une simple routine. Becca m'a trouvé dans la cuisine plus tard, en train de nettoyer la vaisselle. Alors, on reste, a-t-elle dit. On reste. C'est bien. C'est ici que nous sommes à notre place. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, avec maman, et le bébé, et tout le reste? Je ne sais pas, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, nous le gérons ensemble. En tant que famille. En tant que famille. Plus tard dans la nuit, je me suis assis dans mon bureau, et j'ai regardé la ville, que j'avais appelée ma maison toute ma vie. Millbrook n'était pas parfaite, mais elle était à nous. Mes filles obtiendraient leur diplôme dans le même lycée que j'avais fréquenté. Elles grandiraient entourées de personnes, qui se souciaient d'elles. Elles auraient la stabilité, que leur mère avait essayé de leur enlever. Beth aurait son bébé avec John. Elle construirait la vie qu'elle pourrait, avec un homme qui avait déjà prouvé son manque de fiabilité. Peut-être qu'il déménagerait à Chicago, ou à Indianapolis, ou à Nashville. Peut-être que John resterait dans les parages assez longtemps, pour être un père. Peut-être que Beth réaliserait ce qu'elle avait perdu, et essaierait de reconstruire sa relation avec nos filles. Tout cela était hors de mon contrôle. Ce que je pouvais contrôler, c'était d'être le meilleur père possible, d'offrir la stabilité et l'amour dont mes filles avaient besoin, et de protéger la vie que nous avions construite ensemble. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le nom de John a clignoté sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quoi qu'il ait à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. La bataille juridique était terminée. La question de la garde était réglée, et ma famille était en sécurité.